Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Bonjour, bonjour, bonjour! Hello, hello, hello! Bienvenue à cette partie 2. Oui. Si vous ne l'avez pas vu sur Patreon, ben bienvenue une semaine plus tard à la partie 2. Yes, puis si vous n'avez pas écouté la partie 1, ben qu'est-ce que vous faites ici? Vous allez rien comprendre. Ouais. Rewind. Mais oui, c'est ici qu'on reprend où je vous avais laissé la dernière fois, un couple sadique complètement dégueulasse. Ouais, c'était rough. Ben, ça va continuer de l'être, mais c'est vraiment rough comme histoire. Ouais, c'était... On rembarque en rapido, là. C'était pas le fun du tout. Je me suis posé des questions sur pourquoi je faisais ça, mais... En vacances. Mais gars, c'est notre job de raconter des histoires pas le fun. Fait Ben que... Ben oui. Puis c'est bien. Genre de... Tu sais, t'as dit beaucoup de détails, puis c'est sûr que c'était genre crève-cœur, mais en même temps, c'est bien de dire autant de détails sur les victimes parce que souvent, justement, on pense pas trop, puis là, ça enlève comme quelque chose de comme pas trop savoir c'était qui, faisait Ça les quoi. déshumanise, puis Ouais, on est un peu. détaché un peu. Tu sais, Ouais. victime numéro 1, numéro 2. Là, au moins, c'est triste. C'est vraiment terrible d'entendre tous ces détails-là, mais on a un peu plus comme de respect, on dirait, envers eux, puis envers leur famille. Que... Oui, ben on rappelle qu'ils ont existé. Là, c'était des personnes à Ouais. part entière, même s'ils avaient juste 12 ans. Ils collectionnaient les pièces de monnaie, ils écoutaient le soccer, tu sais. Ouais. Ça montre à quel point ils ont juste mis tellement de vie à off, genre. Ouais, full. Anyway. Avant de commencer, on l'a pas sorti, mais t'as-tu un shout-out à nous lire, Christine? J'avais oublié. Un shout-out qui vient avec une petite photo en plus. Avec un chien, spoiler. Donc, le shout-out vient de Max et Yel nous dit « Allô Justine et Christine, je suis Max, anglophone de Toronto et je trouve que votre podcast m'aide vraiment avec mon apprentissage du français. J'écoute souvent votre podcast avec mon chien Scout. Même si elle ne comprend rien, ben, je veux lui donner un shout-out. Elle est rendue à l'épisode 17. Là, ça, c'est il y a de cela 1 an, là, on s'entend. Donc, elle dit, garde, si les shout-outs sont plus disponibles, je comprendrais quand même. Mais bref, je vous remercie. Puis là, elle nous envoie une photo de elle, son copain, de Yel, excuse-moi, son copain, et de son chien. Ah oui, je me rappelle de la photo. Trop mignon. Oui. Donc, merci Davis, qui est le copain. Merci Max. Merci Scout. Oui. Merci de nous écouter tous les trois ensemble. C'est trop cute. J'adore. Oui. Merci pour la petite photo. Oui, merci J'adore. de nous avoir écrit. Fait que c'était ça pour le shout-out. Ça a été compliqué. Je l'ai dit en trois parties. Ça a pris 3 prises. C'est pas grave. Prises. Mais oui, on rappelle, malheureusement, les shout-outs sont fermés. On n'en prend plus de nouveaux parce que, comme vous voyez, cette personne-là nous a écrite quand on avait juste publié 17 épisodes. Ouais. Ça fait mal. Puis on dit son shout-out à l'épisode 62, 63? 63. 63. Fait que c'est ça. Ouais. Mais on va en venir à bout. Oui. Puis c'est pas qu'on n'est pas contente de les lire, c'est juste que là, un moment donné, tu sais, si on veut faire plaisir à tout le monde, la liste c'est trop longue, ça marche pas. Exact. Ça marche pas. C'était une bonne idée à la base, mais ça marche pas. J'ai pas fait de saveur du jour. C'est vrai? Oh my God, la partie 1 n'aura pas de saveur. C'est parce qu'on a comme trop parlé de plein d'affaires. Ouais, on avait plein de nouvelles. Il y avait le Festipod. Ouais. D'ailleurs, 4 octobre, nous y serons. Oui. Alexandre. Oui, Alexandre, ouais. Alexandre Brisson, superbe photographe. Fais ta saveur. Je la fais vite. Je la fais vite. Anyway, ça aurait été la même saveur pour les 2 parties. Fait que je la dis live. Ma saveur, c'est la crème glacée que j'ai prise aux îles de la Madeleine. C'était vraiment surprenamment bon. C'était une molle au melon d'eau. Ah oui. Trempée dans le dulce de leche. Chocolat dulce de leche, mettons. Et ça goûtait pas... Tu sais, des fois, les bonbons au melon d'eau, là, ça goûte le chimique, genre. Vraiment. Ou les Mr. Freeze au melon d'eau, mettons, c'est pas mes préférés, disons. Mais là, c'était juste comme plus funky que vanille. D'habitude, je prends toujours vanille trempée ou comme de... Ça goûtait moins sucré, en fait. Il y avait un petit goût fruité, rafraîchissant. Puis là, avec le chocolat, là,
Miam! Je me rappelle même pas que t'avais pris C'était trop bon. Fait que ça va me rappeler notre beau voyage. ça. Oui! Avant de se renligner dans un épisode terrible. Oui, parce que là, on clôt le dossier. On en finit avec cette histoire de merde que je comprends même pas pourquoi j'ai décidé de couvrir, tellement c'est triste. Mais bon, finissons-en. Ben oui. Je vous avais laissé au meurtre du petit Keith Bennett, le seul dont on n'a toujours pas retrouvé la dépouille encore à ce jour. On se rappelle, on est au milieu des années 60, dans le Grand Manchester, au Royaume-Uni, où un couple ignoble kidnappe, agresse sexuellement et tue des jeunes enfants. On a affaire à Ian Brady, 26 ans en ce moment où on parle, et Myra Hindley, 22 ans. Ils sont jeunes, ils habitent encore avec leurs parents/grands-parents, mais ils réussissent en planifiant bien leurs coups à chaque fois, jamais se faire prendre. À la partie 1, je vous ai raconté leur passé, comment ils se sont rencontrés et comment ils ont vraiment une dynamique de maître et de son disciple. Mais que, tu sais, l'élève dépasse le maître, là, peut-être, on dirait qu'on s'enligne vers ça. Myra est en amour bien raide avec Ian. Elle essaie de jouer la victime, qu'elle aurait été manipulée et tout, mais j'ai pas peur de dire que, selon moi, elle est aussi détraquée que lui. Et je vous ai finalement raconté leurs 3 premières victimes. L'histoire de leurs 3 premières victimes, Pauline Reed, 16 ans, John Kilbride, 12 ans et Keith Bennett, 12 ans. Leurs crimes ont commencé en 1963 et 1 an plus tard, ils sont loin de vouloir s'arrêter. Il me reste 2 meurtres à raconter, comment ils se sont finalement fait attraper, leur procès et tout ce qui en est suivi. Petite information avant de reprendre mes chapitres, que je vais continuer où je vous ai laissé. Là. On va commencer par quelque chose de beau, entre guillemets, avant de plonger dans l'horreur. Là. Petit fait divers. Le 15 août 1964, la petite sœur de Myra, Maureen, se marie avec David Smith à 17 ans, les deux. Donc, tu te rappelles d'eux, je les avais mentionnés à la partie 1. Ouais. Bref, Maureen et David vont devenir un couple très proche, un couple d'amis de Myra et Ian, mettons. Okay. C'est assez fusionnel, sont des bons amis et ils vont revenir plus tard. Genre, c'est positif ou c'est pas positif? Là? Je veux dire, un mariage, c'est beau, c'est joyeux, mettons. OK, mais j'ai peur pour la suite. Mais oui, voilà. D'accord. Chapitre 7. Leslie Ann Downey. On va passer à leur avant-dernière victime. Et cette fois-ci, leur mode opératoire change. On est au Boxing Day de 1964, le 26 décembre, et notre cher couple dégueulasse est prêt pour un prochain meurtre. Ian achète un disque de la chanson Girl Don't Come de Sandy Shaw comme cadeau. Encore une fois, on se rappelle, ils ont une toune dédiée à chacun de leurs meurtres pour la fredonner puis se rappeler du crime. Dégueulasse. Mm-hmm. Cette chanson servira à se remémorer l'horrible crime que les deux vont commettre sur la petite Leslie qui a 10 ans. Leslie est toute petite, on dirait littéralement une poupée. Elle a des grosses joues rondes, des yeux pétillants comme 2 belles billes brillantes et de belles et grosses boucles. Elle a 2 frères, Terry et Brett, et elle habite avec sa mère, Anne, et son beau-père. Sa mère la décrit comme la fille que toute mère rêve d'avoir. Elle est extrêmement polie, responsable. Elle dit comme exemple dans un documentaire que chaque soir après l'école, elle monte à l'étage, va se changer, fait son lit et fait ses devoirs. Elle respecte la routine, est à son affaire, est super douce, super calme. Comme un petit enfant là, qui te cause jamais de problème. Oui. À Noël, Leslie a reçu un costume d'infirmière, une poupée, des jeux de société et une petite machine à coudre. Oh. Ce jour du Boxing Day, Leslie se réveille avec 2 nouveaux cadeaux à côté de son lit. Un collier de perles et un bracelet assorti, et ils sont de la part de son frère Terry qui les a gagnés à la fête foraine, puis là, il lui a donné. Oh. Sa mère, Anne, lui promet de lui montrer comment lui apprendre à coudre des robes pour ses poupées plus tard dans la journée. Et vers 16h, Leslie décide d'aller à la fête foraine avec son frère Terry. Il était censé y aller avec leur voisine, Madame Clark, une adulte qui allait les surveiller. Mais quand les deux ont cogné à sa porte pour lui demander « Hey, finalement, tu viens-tu avec nous? » Elle leur a dit qu'elle était trop fatiguée. Mais là,
Au lieu de rebrousser chemin, ben Leslie et son frère, ils se sont dit, ben on y va pareil. Son frère, il avait quel âge, tu dis? Un tout petit peu plus vieux. OK. Leslie porte une robe rouge avec de la dentelle, un cardigan rose par-dessus, un manteau bleu, des souliers rouges assortis et son nouveau collier de perles. Elle a un beau petit kit girly de Noël. Son frère et elle ont quelques pièces de monnaie dans leur poche, mais ça se dépense vite dans les jeux et les manèges, là. Fait que rapidement, Leslie est à sec puis elle sait plus trop quoi faire. D'une manière ou d'une autre, Leslie s'est ramassée seule à déambuler à la fête foraine. C'est tellement pas prudent, mon Dieu. Autour de 18h, elle va croiser le chemin de Myra Hindley, qui porte encore une fois sa perruque et son petit déguisement. C'est fou, dans un documentaire, il y a un gars qui va rapporter beaucoup plus tard, qui se rappelle, il avait le même âge que Leslie environ, d'avoir vu Myra, il la connaissait, puis il l'a vu, puis il a dit « Hey, pourquoi elle est déguisée? » Ah, mon Dieu. Puis c'était genre, c'est bien weird, pourquoi cette madame-là, je sais que d'habitude elle est blonde, pourquoi elle a une perruque? Dans une fête foraine. Ouais. Puis là, il sait après tout ce qu'elle a fait. Trop vieille pour être là. Ouais, c'est ça. C'est terrifiant. Myra fait semblant d'échapper des boîtes au sol et demande à Leslie de l'aider à ramasser. Leslie accepte, bien sûr. Puis c'est tellement fâchant parce que chaque fois, il utilise la bonté des enfants comme ruse. Chacun de ces enfants-là sont allés volontairement avec eux parce qu'ils voulaient les aider. Ben oui. Il n'y en a aucun qui a été forcé à embarquer dans l'auto. Ils n'ont jamais pris de force. Ils voulaient juste faire une bonne action, puis eux, ils ont profité de ça. Comme le classique « Veux-tu venir m'aider à trouver mon chien? » Genre, j'ai perdu mon chien. On l'a dit déjà, mais un adulte n'est pas supposé avoir besoin de l'aide d'un enfant. Les enfants et les adultes, ils n'ont pas besoin de votre aide. Là. Bref. Myra et Leslie marchent avec les boîtes jusqu'à la voiture. Myra demande donc à Leslie si elle peut l'aider à transporter les boîtes à sa maison aussi, et en échange, elle va lui donner une récompense. Donc, comme je te ramène à la maison, puis on les déload ensemble, s'il te plaît? Leslie accepte. Elle embarque sur la banquette arrière et Myra place les boîtes autour de Leslie pour un peu la cacher. Une fois arrivée chez Myra, au 16 Wardlebrook Avenue, Myra demande à Leslie de monter les boîtes à l'étage. Elle accepte, évidemment. Et la maison de Myra est vide ce soir-là. Sa grand-mère, on se rappelle, qui habite avec elle, là, elle n'est pas là, elle est en visite chez quelqu'un. Leslie, ce qu'elle ne savait pas, c'est que Ian l'attendait patiemment à l'étage avec un enregistreur audio à la main. On a pu retrouver l'enregistrement de ce qui va suivre. Il dure 16 minutes. Non. C'est juste immonde et on va pouvoir comprendre l'atrocité de ce qu'ils ont fait à Leslie, mais aussi probablement à toutes leurs autres victimes. Parce que les policiers vont avoir écouté cet audio-là. Tu l'as-tu écouté? Non, il n'est pas disponible. OK, je pensais que tu disais qu'il était disponible. Non. OK, on a pu, la police a pu retrouver ça. Ouf, my God, j'étais comme non. Non, je veux pas écouter ça, là. Il y a toujours bien des limites, là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de crime pire qu'un autre, là, dans cette histoire-là ou dans toutes les histoires, là, mais ici, au niveau des détails, là, c'est vraiment rough à écouter, là. Une fois que Leslie est rendue en haut, Ian lui saute dessus dès qu'elle entre dans la chambre de Myra. Il essaye de lui bâillonner la bouche, mais on peut l'entendre sur l'enregistrement supplier. Elle dit « S'il te plaît, je veux rentrer à la maison. » Ian répond « On veut juste prendre des photos. Plus tôt tu fais ce qu'on te dit, plus tôt tu rentreras chez toi. » Leslie refuse de coopérer, elle se débat et elle retire constamment son bâillon à la bouche. Elle supplie à ce qu'on ne la déshabille pas et on entend Myra lui répondre « Shut up or I'll forget myself and hit you one. Keep it in. » Donc, Myra, qui est la belle innocente victime, là, ça marche plus. Là. Ensuite, on entend Leslie pleurer sa maman durant les atrocités que les deux vont lui faire. On l'entend dire « Mommy, I want my mommy ». L'enregistrement finit avec la chanson « Little Drummer Boy » qui joue en arrière pendant qu'elle se fait agresser sexuellement. Une chanson de Noël. Leslie Ann Downey, 10 ans, est finalement morte étranglée par une corde. Myra, malgré qu'on l'entend tout le long de l'enregistrement audio, dit qu'elle n'était pas là durant la mort de Leslie. Mais voyons! Elle faisait soi-disant couler un bain pendant que Ian faisait tout.
Ian, quant à lui, dit que c'était Myra qui a ultimement étranglé Leslie avec la corde et qu'elle l'a gardé en souvenir après. Il dit qu'elle aimait jouer avec la corde en public, la faire rouler entre ses doigts ou la faire tourner devant tout le monde. Arc. C'est une psycho, là. Mm-hmm. Puis genre, même Yann, la manière que t'en parles, il a l'air à s'en rendre compte, là, Ouais. que sa blonde est comme plus psycho que lui, là. Ouais. Une fois qu'ils ont fini ce qu'il y avait à faire, les deux ont lavé le corps sans vie de Leslie dans le bain, ils l'ont enveloppé dans les draps tachés de son sang et l'ont transporté jusqu'à leur station wagon autour de 20 heures. À bord du véhicule, ils ont commencé à conduire jusqu'au Land, mais en ce soir du 26 décembre, il neige abondamment. Les conditions sont difficiles sur la route et Myra doit bientôt aller chercher sa grand-mère. Elle propose à Ian de rebrousser chemin et d'aller chercher sa grand-mère, mais là, Ian est genre « What the fuck? » Il en revient pas que Myra propose d'aller chercher sa grand-mère alors que le corps d'une petite fille de 10 ans est dans le coffre. Elle est pas prudente, là. Non. Elle s'en fout, en fait. Elle réfléchit pas. Non. Mais ça montre que sans Ian, Myra se serait fait arrêter rapidement. Là. Ben oui. Puis probablement qu'ils se sont fait arrêter parce que elle est... Mais là, je sais pas, on n'est pas rendu là, mais je veux dire, clairement, mettons, Ian... Puis là, en tout cas, c'est parce, je veux pas que ça ait l'air bizarre, ce que je veux dire, mais Ian, on dirait que sans elle, il y aurait probablement eu plus de chances de jamais se faire arrêter, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il aurait jamais perdu le contrôle, comme il disait au début, puis il serait jamais devenu un tueur, mettons, peut-être. Mais j'ai l'impression que si on était devenu un, il était peut-être plus prudent que les deux ensemble. Ouais. En tout cas. Ouais. Mais on va y venir à tout ça. Mm-hmm. Finalement, Myra s'arrête chez son oncle pendant que Leslie, sans vie, est dans l'auto. Et elle cogne à sa porte et elle dit « Mon oncle va chercher grand-maman, moi j'ai quelque chose, je peux pas finalement. » Là, les deux retournent chez Myra, remettent le corps de Leslie dans le lit de Myra. Ian fait développer les photos qu'il a prises de Leslie durant les actes. Et ensuite, le couple s'endort collé devant le foyer sur le sofa. Un Boxing Day parfait, quoi. Ah, mon Dieu. Et là, comme à la partie 1, à ce moment-ci, j'ai vraiment trouvé la grand-mère de Myra un peu comme celle de Jeffrey Dahmer, que ça se passe sous son nez puis elle se rend compte de rien, là. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression qu'elle était pas au courant, ou si oui, elle trouvait juste sa fille un petit peu louche, mais tu sais, à cette époque-là, on pose pas trop de questions des fois. Tu sais, si on comprend pas quelqu'un, on est comme qui fait ses affaires, moi je fais les miennes. Moi, je pense qu'elle savait juste vraiment pas ce qui se passait, là. Puis elle est vieille, tu sais. En tout cas. Pendant ce temps, Anne West, la maman de Leslie, avait préparé des boules de neige pour surprendre ses enfants à leur retour de la fête foraine. Mais quand elle voit seulement Terry revenir, elle s'inquiète tout de suite. Terry est apeuré, il est en larmes, il dit « J'ai perdu Leslie, j'espérais qu'elle soit rentrée à la maison avant moi. » Il se sent super mal, c'était comme lui qui était en charge. Ben oui, encore une fois. Elle ordonne à Terry de retourner à la fête foraine chercher sa sœur. Terry panique, il la cherche partout, mais il la trouve pas et il revient bredouille. Ben c'est bien spécial. Elle l'a renvoyé tout seul encore. Ouais. En tout cas, je juge pas, là. Non, mais ça, c'est bizarre quand même, là, de dire genre, ma petite fille de 10 ans, puis genre, son frère de quoi, comme 13 ans, là, genre 14. En tout cas, ben, je juge pas, là, mais c'est spécial qu'elle renvoie tout seul après. Là. Anne va ensuite cogner chez sa voisine et lui hurle après de ne pas avoir accompagné ses enfants comme elle avait dit. Mais comme sur le coup de l'émotion, là, mais elle rejette la faute sur elle au début, mais rapidement, elle va réaliser que c'était plus fort qu'elle. Et éventuellement, elle va aussi au bureau de police, évidemment, déclarer sa fille disparue. Le lendemain matin, 27 décembre, Ian et Myra remettent le corps de Leslie dans leur voiture et vont l'enterrer au Land à Saddleworth Moor, une fois que les conditions météo sont plus clémentes. Les recherches pour retrouver Leslie se déroulent simultanément. Là. Pour vrai, il aurait peut-être pu se faire intercepter en route vers les Landes pendant qu'ils fouillaient, mais les policiers, ils savent pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Fait que, ouais.
C'était pas louche, juste une voiture qui roulait sur la rue. Là. Non, c'est ça. On fouille les granges, les maisons abandonnées, les vieilles usines délabrées. On a des chiens pisteurs, mais rien. Encore une fois, Ian et Myra ont fait un bon travail, malheureusement. Personne les a vus, aucun témoin, aucune trace. Les grands titres partagent ce soir-là des mots beaucoup trop familiers aux habitants de Manchester. Un enfant est encore une fois porté disparu. Au Nouvel An, plus de 6000 affiches sont répandues dans la ville avec la photo de la belle Leslie. Anne et ses 2 fils, Terry et Brett, n'ont pas du tout célébré le Nouvel An comme ils l'espéraient. Le couple, quant à eux, ont fêté en faisant le party avec la petite sœur de Myra, Maureen, son mari David et les parents de Myra, Bob et Nellie. Les 2 couples, Myra Ian et David Maureen, sont de plus en plus amis. Et Myra commence même à être jalouse de David qui se rapproche beaucoup de son Ian. Elle est jalouse de voir David faire des blagues qui font rire son chum. Elle est jalouse de leur complicité. Ben voyons. Ian offre même des livres à David, les mêmes qu'il offrait à Myra. Ils sont vraiment proches, peut-être trop proches. David a seulement 17-18 ans et Ian 26 ans. Ok, ouais. Moi, j'ai peut-être un petit doute. T'sais, Ian était clairement attiré envers les hommes aussi. Là. Peut-être qu'il y avait un petit quelque chose. Peut-être qu'il se commence à se tanner de Myra. Il voulait peut-être prendre quelqu'un de nouveau sous son aile. Je sais pas trop. David, de son côté, voit vraiment Ian comme un modèle, un mentor intellectuel qui lui apprend plein de choses parce qu'il est cultivé, il lui donne des livres à lire, il est intéressant. Le 1er janvier 1965, le journal dédie sa première page à Leslie Ann Downey et on mentionne dans l'article les disparitions de Pauline Reed, John Kilbride et Keith Bennett également, en disant qu'elles sont toutes toujours irrésolues. On ne dit pas si elles ont un lien entre elles, mais on les mentionne. On se rappelle d'eux, les gens les cherchent encore. Dans un documentaire tourné des années plus tard, la pauvre Anne dit que depuis ce jour, elle ne peut pas dormir, elle ne peut pas fermer les yeux sans voir sa fille. Elle dit qu'elle est sous toutes sortes de médicaments pour pouvoir continuer à vivre. Et j'ai découvert dans mes recherches que Terry West, le grand frère de Leslie, est mort au réveillon du jour de l'an 2000 d'un incendie criminel. Donc, les tragédies s'acharnent sur les familles. Oh là là! Parce que une femme, que je pense qui était son ex ou sa petite amie, était en quête d'attention et a mis en feu la maison de Terry pour ensuite essayer de le sauver et paraître comme une héroïne. Mais ça n'a pas marché et l'incendie a tué Terry et sa fille de 7 ans. Oh my God! Quelle conne! J'ai vu ça dans un article de Guardian puis j'étais genre « What the fuck? » C'est épouvantable, là, comment c'est vrai que ça fait ça chaque fois. Ça s'acharne! Tout le temps, ouais. En avril 1965, Ian emménage officiellement chez Myra et sa grand-mère au 16 Wardlebrook Avenue, dans la ville de Hyde. Parallèlement, Maureen et David avaient eu un petit bébé, donc la petite sœur de Myra, là. Ils ont eu un enfant qui s'appelle Angela Down, mais quand elle avait à peine 6 mois, elle est malheureusement décédée subitement d'une maladie infantile. Ça l'a complètement brisé David, qui a commencé à de plus en plus se rapprocher d'Ian et de ses mentalités violentes, sombres et nazies. Endeuillé, il a commencé à voir le monde d'un œil plus sombre, comme Ian. Et Ian l'a pris sous son aile, a un peu profité de sa détresse pour commencer à lui parler de choses très morbides, comme de nazisme, de violence, de meurtre. T'sais, David, il est comme un peu à un moment vulnérable, influençable, puis là, il se fait comme laver le cerveau par Ian. Un soir où les deux sont allés prendre un verre, Ian a sorti son revolver de sa poche et a pointé David avec. Il lui dit « Tu vois, c'est aussi facile que ça, tuer quelqu'un. » Là, David est pétrifié, il est genre « Qu'est-ce qui se passe? » Ian poursuit « Regarde le gun, regarde le fucking gun, tu verras rien aller. Si tu clignes des yeux, tu verras même pas que je te tire dessus. » Et là, Ian tire vers David. Mais le gun n'était pas loadé. David est traumatisé de cette soirée. Mais j'espère. De son côté, Myra commence à voir le comportement de plus en plus instable de Ian. Elle trouve qu'il en dit trop à David. Le 2 octobre 1965, à une autre soirée où David et Ian sont allés prendre un verre, Ian s'ouvre encore plus à David. Il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a de mal à tuer quelqu'un si tu es prêt à accepter les responsabilités de tes actions?
Les familles des victimes ont le droit de me tuer en retour s'ils le veulent. C'est juste. Mais moi, j'ai le droit de tuer leurs enfants. Dieu n'existe pas. S'il existait, ta fille Angela ne serait pas morte. Il dit la même chose qu'il disait à Myra avec son ami Michael qui était mort quand elle était jeune. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un petit crush sur David, mais bon. Ouais, c'est louche. Ian poursuit. Il dit « J'ai déjà tué quelqu'un. » Mais là, David le croit pas. Ian continue. « Tu penses que je suis une salope menteuse? J'ai tué plus d'une fois, crois-moi. » Mais David pense qu'Ian essaie de l'impressionner puis qu'il dit n'importe quoi, il est saoul, genre. Moi, si quelqu'un insiste pour me convaincre qu'il a tué quelqu'un, je le crois, là. Ben, c'est ça. Mais ils sont sous les deux, là. Voilà. 4 jours plus tard, le 6 octobre 1965, et 10 mois après la disparition de Leslie Ann Downey, Ian achète un nouveau disque, It's All Over Now, Baby Blue, de Joan Baez. Il est prêt à recommencer. Le choix de titre de la chanson est ironique, puisque ce sera une 5e et dernière fois. It's All Over Now. Ouais. Chapitre 8. Edward Evans. Ian veut moins attirer l'attention cette fois. Il planifie donc de choisir une victime un peu plus vieille, un garçon, et il dit qu'il veut soit un juif, soit un homosexuel. Selon ses dires, ça causerait moins d'émoi. OK. Ce jour-là, le 6 octobre, le couple est allé au travail comme à leur habitude, comme si de rien n'était. Ensuite, Ian a promené leur chien, ils ont soupé et une fois prêts, ils ont quitté leur maison autour de 20 heures à bord de leur nouvelle voiture. Parce que là, ils ont vendu leur station wagon pour un nouveau char, encore une fois pour brouiller les pistes et tout, si jamais des gens se rappelaient qu'un station wagon avait rôdé dans le coin. Myra, toujours derrière le volant, conduit jusqu'à la gare de train Manchester Central. Elle laisse Ian sortir et elle l'attend dans la voiture, dans le stationnement, mais elle ne paie pas de parking. Et là, il y a un gendarme qui l'intercepte. Elle explique qu'elle attend son chum qui devrait revenir dans quelques instants, puis là, le gendarme lui dit « OK, c'est juste un avertissement, mais si je reviens puis t'es encore là tantôt, tu vas avoir une amende. » Le gendarme ne savait pas à qui il avait affaire. Pendant ce temps, Ian cherche sa prochaine victime à la gare. Il essaye d'entrer au bord de la gare, mais la porte est barrée. Un jeune garçon lui indique gentiment que le bar est fermé aujourd'hui. Ce jeune homme est Edward Evans, 17 ans. Ah non. Edward est un adolescent assez grand et tout mince, gringalet, en pleine puberté. Il a les cheveux frisés et un beau et grand sourire, des petites taches de rousseur, il est tout mignon. Il habite avec sa mère Edith et son père John. Il a aussi un frère et une sœur. C'est un petit garçon travaillant qui vient d'avoir une job d'apprenti ingénieur. On le décrit comme très sociable, il a l'air d'un petit farceur ricaneur. On dit aussi qu'il est fashionable et s'habille très bien. Il est fan de Manchester United, l'équipe de soccer. Il aime aussi aller au pub avec ses amis, il aime bien prendre un coup, faire le party, et ça l'inquiète un peu ses parents de le voir sortir tard le soir, mais il leur dit toujours qu'il est capable de s'occuper de lui-même. Il a 17 ans après tout. Ce soir-là, il soupe avec ses parents et il a comme plan de sortir avec des amis prendre un verre pour ensuite écouter le match de foot. Il porte un chandail blanc, des jeans, des souliers en suède brun et son manteau préféré. Il quitte la maison autour de 18h15, mais il trouve pas ses amis à leur point de rendez-vous. Fait que là, il continue à marcher, il cherche quelque chose à faire en attendant le match. Il décide de marcher 2 km jusqu'à la gare centrale pour aller écouter la game là-bas, mais il réalise que c'est fermé. Et c'est là qu'il croise Ian, qui est dans la même situation que lui, puis il lui informe « moi aussi, je voulais y aller, mais c'est barré. » Les deux commencent à discuter. Edward lui fait part qu'il cherche un endroit lui aussi où prendre un coup, et Ian lui propose d'aller chez lui, et qu'après ça, ils pourront écouter la game. Edward accepte. S'il n'avait pas eu le malheur de croiser Ian, Edward aurait eu le grand plaisir de voir son équipe préférée battre l'équipe d'Helsinki 6-0 dans un match exceptionnel. Calique de détails, hein, qui font tout, genre, briser le cœur. Ian ramène donc gentiment Edward dehors et le présente à Myra qui l'attendait dans l'auto.
Les trois semblent bien s'entendre et ils embarquent tous dans la voiture en direction du 16 Walderbrook Avenue. Ils prennent un verre et là, étrangement, Ian demande à Myra d'aller chercher David, le chum de sa petite sœur, et de l'inviter à prendre un verre avec eux. Mm-hmm. Là, ce qui suit est un peu étrange. J'ai essayé de comprendre selon les différentes sources. Mais Myra marche jusqu'à la maison, l'appartement de Maureen et David. Il est autour de 23h15. Il fait noir, il est tard et les deux étaient couchés, David et Maureen. Là, ils se réveillent, ils vont répondre. Ils sont comme, pourquoi Myra, t'es là et ça va-tu? Là, elle dit à sa sœur que elle doit lui livrer un message. Leur mère veut la voir en fin de semaine. Là, Maureen est genre, quoi? Pourquoi tu viens me le dire en personne à 23h15, 23h30? Oui, c'est ça. Tu me réveilles vraiment pour me dire ça. Là, Myra, elle reste vague. Elle a fini par dire, bon, OK, David, lève-toi, ramène-moi à la maison, j'ai peur de marcher seule la nuit. Fait que là, on dirait qu'elle essaie de trouver une manière de ramener juste David sans Myra. Ouais. Sans Maureen, pardon. Ouais. Puis là, David est juste genre, OK, je vais te raccompagner. Là, lui, comme, What j'ai the rien fuck? demandé, moi. Là. Oui. T'sais, Surtout que ce qu'elle allait te dire, c'était pas tant important. Là. Non, Maman c'était veut te voir en fin de futile. semaine. OK, fine, parfait, merci. Puis t'as marché pour venir, tu peux... Ouais. en tout cas. Ouais. Mais il là... habitait proche, hein, tu dis. Ouais, il habitait... Au moins, il y a de quoi ouais. David accepte et il la reconduit au 16 Walderbrook Avenue. Une fois arrivé, Ian est là et il l'invite à l'intérieur. Là, David entre et Ian s'en va tout de suite dans le salon. Là, David le perd de vue quelques instants et là, il entend un hurlement. Il court au salon et il tombe sur une scène d'horreur. Il voit un jeune garçon du même âge que lui. David, il a 17 ans, comme Edward. Oh mon Dieu, oui. Il est assis au sol, les jambes écartées et le dos appuyé contre le divan. C'est Edward Evans, 17 ans. Debout devant lui, Ian tient une hache et il lui fracasse le crâne à répétition. Pendant qu'il fait ça, Ian cesse de répéter « You fucking cunt, you fucking cunt ». David est témoin de toute la scène. Uh-huh. Edward n'est pas mort. Il est semi-conscient, il crie de douleur et rampe au sol. Il met du sang partout dans le salon. Ian crie à Myra « Éloigne les chiens du sang, laisse-les pas manger du sang ». Finalement, il étrangle Edward Evans à mort avec un oreiller. Il l'étouffe et l'étrangle en même temps. Là. OK, fait que ça, c'est genre le meurtre qui s'est dit « OK, là, il faut être plus prudent cette fois-ci. » Ouais. Voyons, tabarnak. Ah, tout ça sous les yeux du jeune David. Ben oui. Hey, amène-moi un témoin, on va être plus prudent. Une fois que les gémissements cessent et confirment que Edward est décédé malheureusement, un silence lourd pèse dans la pièce. Ian se relève, regarde ses mains et fait juste dire « Ouais, c'est notre plus messie à date, celui-là, hein? » Arc! Il voulait sûrement voir comment David réagissait. Ouais, il testait. Ah, sacrément. David est paralysé. Ian le regarde, il lui donne la hache. Il lui dit « Feel it! Tiens-la! Comment tu te sens avec ça dans tes mains? » Là, David, il force un sourire, il la tient dans ses mains, puis il fait juste dire « Damn, je sais pas, là, wow! » Pendant tout ce temps, Hélène, la grand-mère de Myra, est en haut en train de dormir. Voyons donc. Elle se réveille en entendant des cris, puis là, elle demande depuis l'étage « Allô? Est-ce que tout va bien? » Myra fait juste dire « Oui, je me suis cogné l'orteil. » Ah, c'est Chris. Ils ont tué quelqu'un avec des coups de hache. Ouais, puis c'est sûr qu'il a pas juste crié une fois, là. Ça devait être genre des sons, là. T'entends, là, c'est un jeune homme, là, un enfant, là, qui crie. Peut-être qu'il était dur de la feuille, là. Mais bon, la grand-mère, là. Ouais. Myra et Ian commencent à nettoyer la scène de crime avec David immobile au milieu de la pièce. Ils remarquent que Edward a les pantalons dézippés et baissés, insinuant quelque chose de sexuel ici. Clairement, Edward a été agressé sexuellement avant d'être violemment battu et étranglé.
Avec l'aide de David, les trois enveloppent le corps d'Edward dans des draps et vont le mettre encore une fois dans le lit de Myra pour la nuit. Les trois lavent le sang dans le salon, mais la puanteur persiste dans la pièce. Les trois finissent par prendre une tasse de thé en discutant tout bonnement. David finit par dire que, bon, il s'en vient tard, faudrait que je rentre, sinon Maureen va s'inquiéter. Et avant de s'en aller, il leur dit « À bientôt, là! » Ben oui. Parce qu'il leur a proposé demain de les aider à se débarrasser du corps. Mais rendu là, c'est comme pas clair s'il est... Tu sais, je veux dire, s'il est consentant pour vrai ou s'il a juste peur pour sa vie, là. Il vient de voir un gars de la même âge que lui, là. Ouais. Vers 3h du matin, David quitte donc la maison de Myra. Dès que la porte se referme, il sprinte jusqu'à chez lui. Il jouait la comédie du mieux qu'il pouvait, cachant sa peur le plus possible, mais là, il n'est pas capable d'arrêter de trembler. Ian n'arrêtait pas de lui dire « Hey, check, il te ressemble, hein? Il a quasiment le même âge que toi, en plus. » Comme pour l'insinuer, c'est toi le prochain, sinon... Ça pourrait être toi, genre, ça pourrait être très bien toi qui est là en ce moment. Genre. Une fois arrivé chez lui, il reste vague, mais il dit à sa femme Maureen qu'il a été témoin d'un meurtre. Il est incohérent, il dit un peu n'importe quoi sous le coup de l'émotion. Et Maureen pense qu'il est saoul. Elle lui demande « Est-ce que Myra est correcte? Est-ce que ma soeur est correcte? » Puis là, il fait juste dire « Oui, elle est correcte. But she was in it. » Puis là, Maureen est genre « De quoi she was in it? » Là, David, il dit « Elle a participé au meurtre. » Oh my God. Les deux sont en larmes et décident qu'au lever du soleil, ils iront à la première cabine téléphonique qu'ils verront et appelleront la police. Oh my God. On arrive au début de la partie 1, où j'avais commencé. Hey, ça, c'est pas pratique, hein? Dans ces années-là, là. Pas de téléphone. On va attendre à demain matin, puis là, on va sortir de la maison, aller à la cabine téléphonique, genre... C'est pas convenient, là. Non. Chapitre 9. L'arrestation. Au poste de police de Hyde, David réussit à raconter ce qu'il a vécu la veille aux policiers. On se rappelle à la partie 1, j'avais raconté qu'il avait appelé la police, il leur avait juste dit « Venez chez moi, je vais vous expliquer ». Finalement, c'était trop paniquant. Ils sont allés au poste pour se calmer puis mieux expliquer la situation. Là, on reprend ici. Les policiers lui demandent si le corps d'Edward est toujours au même endroit et David confirme que oui, qu'il est en haut dans la chambre de sa belle-sœur Myra. L'officier Ian Fairley, le même nom, le sergent-détective Alex Carr et le superintendant Robert Talbot prennent le dossier en charge. 4 voitures de police arrivent au 16 Waddlebrook Avenue autour de 8h du matin. David et Maureen sont dans une de ces voitures-là, cachés et nerveux. Les voitures de patrouille restent cachées aussi pas à la vue depuis l'intérieur de la résidence. Le superintendant Talbot remarque un camion de livraison de pain roulé dans la rue. Il arrête le chauffeur et lui emprunte son manteau et un panier de pain. Il se déguise en livreur de pain pour pouvoir approcher la maison sans attirer l'attention. Good job! Talbot cogne à la porte et Myra Hindley répond. Selon lui, elle avait l'air de 35 ans. Elle en a 22. 23. Ouais, c'est ça. Puis je le trouve généreux, 35 ans. Oui, c'est ça. Il dit qu'elle avait l'air vieille d'une dame, mettons. Là. J'ai hâte de voir une photo pour elle. Là. Ah, entre les deux parties, j'aurais dû te montrer. Genre la surprise. Oui. Myra dévisage le livreur de pain, entre guillemets, parce qu'elle regarde le pain qu'il y a dans son panier, puis elle dit « C'est pas ça que j'ai commandé ». Talbot lui demande si son mari est à la maison. Myra réplique « J'ai pas de mari ». Parce qu'effectivement, elle n'est pas mariée à Ian. On dirait peut-être qu'elle était fruit de ne pas être mariée. Là. Ça sonne comme... Do you see the ring? I don't have a ring. J'attends mon caillou sur mon doigt. Bref. Là, Talbot soupire. Il enlève son manteau et montre son badge de police. Il lui dit « Je suis le superintendant du poste de police de Hyde. J'ai des raisons de croire qu'un homme se trouve dans votre maison. » Myra nie tout. Elle dit « Non, il n'y a personne chez moi. » Talbot force son entrée dans la maison et là, elle commence à parler. Elle dit « Oui, OK, il est dans le salon. » là. Le sergent Farley entre à son tour dans la maison
Et les deux tombent sur Ian Brady, sur le sofa. Il est sans émotion, il est en train d'écrire quelque chose sur un papier, tout bonnement. Ian les regarde d'un regard vide, immobile. Talbot dit qu'il enquête sur un acte violent qui aurait été commis ici hier soir. Ian réagit aucunement, mais Myra, elle panique. Elle dit « Rien de mal s'est passé ici. Non, de quoi vous parlez? Rien n'arrivé, rien n'arrivé. » Elle est vraiment en panique, tandis qu'Ian, on dirait qu'il avait déjà abandonné. Lui, il était juste genre « Je m'en fous. » Talbot demande s'il peut fouiller la maison et Myra accepte. Il monte tout de suite en haut parce que, David leur avait dit que le corps était en haut, fait qu'ils ne perdent pas de temps à fouiller le salon. Ouais. Ils inspectent en premier la chambre d'Hélène, la grand-mère. Il n'y a rien de... Es-tu là, d'ailleurs? Non. OK. Il n'y a rien de suspect. Ensuite, la salle de bain, rien. Et là, ils arrivent à la chambre de Myra et la porte est barrée. Là, Myra a dit « je garde toujours cette porte-là barrée, puis là, la clé est à mon bureau. » Talbot n'est pas dupe. C'est ça. Là, elle lui dit « OK, ben mets ton manteau, puis on va aller ensemble à ton bureau la chercher, la clé. » Puis là, le sergent Fairley, il dit « Hey, j'ai une meilleure idée, pourquoi on fait pas juste défoncer la porte? » Et là, Myra, en panique, regarde Ian, elle est genre « Aide-moi, aide-moi. » Ouais. Puis Ian, il dit rien. Peut-être que Ian, là, juste de même, peut-être qu'il a fait exprès de se faire pogner aussi. Ouais, c'est une des théories. Genre, peut-être qu'il s'est dit, moi, je suis plus capable, ça va pas bien. Genre, dès le début, il y a eu plein d'erreurs. Genre, je vais profiter du dernier, genre, je veux comme vraiment en profiter, mettons, puis je vais m'assurer que quelqu'un soit là pour témoigner, puis, tu sais, peut-être, là. Peut-être, mais après ça, il avoue pas tout de suite, tu sais. Ouais. Il y avait peut-être des mixed feelings, genre. Ouais, c'était peut-être genre, deep down, il avait comme envie que ça s'arrête, fait qu'il a fait des décisions par rapport à ça, mais sans vraiment s'en rendre compte. Il a pris plus de risques, puis s'est dit, si je me fais pogner, je me ferai pogner. Ouais, peut-être. En tout cas, ça sonne de même. Ouais, c'est vrai. En voyant que Ian ne l'aide aucunement, elle lui jette un regard noir, puis elle fait juste lui dire « T'es mieux de tout leur dire. » Enfin, Ian se lève debout et se met à parler. Il dit « Hier soir, je me suis chicané avec mon ami Eddie. Les choses ont dégénéré. Son corps est dans la chambre de Myra. Myra, donne-leur la clé. » What? Eh boy! Mon La ami nonchalance. Eddie. Il est tellement nonchalant là-dedans, genre. Ouais, full. En entrant dans la chambre, Talbot, Carr et Fairley tombent sur le corps sans vie d'Edward Evans, complètement défiguré, sur le lit de Myra. Le corps est replié, les jambes ramenées vers la poitrine et les bras croisés sur le torse. Ses jambes et ses bras sont maintenus en place par 2 cordes. Et 2 autres cordes maintiennent le cou d'Edward penché vers les genoux. Un tissu, taché de sang, était enroulé autour de la tête et du cou d'Edward et un morceau de câble électrique était autour de son cou, mais sans être attaché. Finalement, son corps était enveloppé d'un drap et couvert d'une pile de livres pour le dissimuler. Ça prend pas 2 secondes que les policiers trouvent juste à côté la hache ensanglantée qui était dans un sac. Edward aurait sans aucun doute fini par être enterré quelque part dans les Landes plus tard dans la journée si David Smith n'avait pas signalé ce meurtre-là à la police tôt le matin. Eh oui, hein? Il s'en allait se débarrasser du corps, là. Ben oui. Il a vraiment bien fait de le dire, là, direct en se levant, là. Ouais. Mais à partir du moment où ils ont arrêté d'aller directement dans les Landes, c'est là que ça commençait à, tu sais. Ouais. Je sais pas pourquoi on commençait à faire ça chez Myra. Ouais. Ian Brady est mis en état d'arrestation, mais pas Myra. Pas tout de suite. Parce que on saisit pas l'ampleur de son implication dans tout ça, puis les policiers à la base pensaient même que c'était une travailleuse du sexe ou comme qu'elle connaissait à peine Ian, genre. Myra insiste pourtant à suivre son beau Ian jusqu'au bureau de police. Pendant qu'il se fait menotter, il lui chuchote à l'oreille « It's us against the world now ». Il se pense genre... Au procès aussi, là, c'est comme l'amour impossible, nous deux contre le monde. Ça m'écoeure. Ouais. Dehors, en entrant dans une des voitures de police, Ian et Myra aperçoivent Maureen et David dans une autre voiture cachée un peu plus loin.
Ian, il regarde David, il lui fait un gros sourire, puis il lui fait un salut de la main. Un peu arrogant. Ouais. Tandis que Myra a le fou droit du regard. Et genre, mon esti t'a tout gâché. En interrogatoire, au départ, Ian fait bien attention de ne jamais inclure sa bien-aimée. Il dit qu'elle a aucunement participé à la mort d'Edward. Il maintient sa version comme quoi il l'a rencontré dans un bar, ils ont bu quelques verres, il l'a ramené à la maison et une chicane a éclaté. En interrogeant Myra, elle fait juste dire « Je sais rien, demandez à Ian. Ma version est la même que celle de Ian. J'ai rien fait et Ian n'a rien fait aussi. » Vraiment louche. C'est tellement louche parce qu'elle dit « J'ai rien fait et Ian n'a rien fait aussi. » Mais Ian, lui, de son côté, Ouais, il c'est avoue ça. avoir fait quoi? Fait que déjà là, Elle se trompe, genre. hey, Elle peut pas parler parce qu'elle sait qu'elle va dire n'importe quoi. C'est ça, elle sait qu'elle va mal mentir, fait Ouais. qu'elle fait juste rien dire, mais déjà là, elle en a trop dit. Oui, c'est ça. Si elle avait dit « Ian a tué ce gars-là », peut-être Mm. qu'on l'aurait jamais douté après. On aurait dit « Ah, Ouais, c'est juste vraiment Ian. » pas bonne. Et à chier, ben elle est conne, là. Ouais, pauvre petite. Ben, pauvre petite d'être conne, là. Je veux dire, le reste, j'ai aucune pitié, là. Pauvre petite d'être conne, mais Ouais, heureusement tu sais, qu'elle est conne en même ouais, temps. heureusement, là, pour l'histoire, là, le contexte, mais genre, voyons donc. Ouais. Bref, tout ça est louche. Mhm. À l'autopsie, les traits physiques d'Edward sont méconnaissables. Sa mère a quand même été l'identifier à la morgue. On compte 14 coups de hache à sa tête. Puis c'est même pas ça qui l'a tué. C'est l'asphyxie qui va être déterminée comme la cause de la mort. Ses pantalons sont détachés et on trouve une lettre dans une des poches signée d'une certaine Wendy. Wendy lui a écrit pour lui dire que son amie avait un crush sur lui et qu'elle voudrait les matcher ensemble. Oh. Wendy lui dit aussi qu'elle s'ennuie de lui et qu'elle a hâte de le revoir XOXO. C'est tellement triste qu'une vie pleine d'avenir, pleine de plans s'arrête aussi subitement, aussi gratuitement, sans aucune esti de raison. Ouais. Ce gars-là, il avait une vie, des plans, des passions, des amis. Il était juste comme, encore une fois, pas à la bonne place au bon moment. Ouais. Comme toutes les autres. Mm-hmm. Et en un claquement de doigts, tout ça, c'est fini. Une équipe est envoyée fouiller la maison de Myra et sa grand-mère et on trouve 2 fusils armés. On va apprendre plus tard que Ian avait prévu de faire une fusillade contre la police si jamais elle débarquait chez lui. Mais avec l'idée de Talbot de se déguiser en livreur de pain, ils n'ont rien vu aller et ils ont été pris au dépourvu sans se préparer. Wow. Ça l'a vraiment passé proche d'être un bain de sang, là. Hey, pour être Talbot, là. Ouais, props. On point. Bravo. Déguisement de livreur de pain. A sauvé une tellement grosse affaire. là. Ouais. Qui sait ce qui serait arrivé? On trouve aussi des échantillons de cheveux, du sang et des vêtements appartenant probablement à Edward. On trouve aussi des enregistreurs audio, des centaines de photos, on saisit les négatifs des photos et des cahiers de notes. Mais pour l'instant, on enquête seulement sur un meurtre. On ne sait pas l'ampleur de la situation. On trouve aussi un portefeuille dans lequel il y a un papier. Il est écrit dessus de la main d'Ian des instructions en langage codé sur comment se débarrasser du corps et des preuves. Le papier était destiné à Myra. Pourquoi ils se sont pas juste dit ça en... Ouais, hein? de vive voix? Genre? Pourquoi mettre ça sur un papier? Ben, dans ma source, ça disait que le papier était destiné à Myra. Ouais. Mais je vais y revenir plus tard, mais j'ai une petite théorie que peut-être qu'il essayait aussi de framer David en lui donnant la hache, en le mettant témoin, et après ça, en lui donnant les directives pour se débarrasser du corps. Je comprends. Parce que dans leur petite discussion autour d'une tasse de thé, là, avant que David parte, il leur a dit à demain en voulant dire « Je vais vous aider à vous débarrasser du corps » parce que c'était ça un peu le plan, mais que Ça clairement, se ça peut. allait pas être ça, là, mais... Ça se peut full. Peut-être qu'il pensait aussi le framer, je sais pas trop. Ian passe la nuit au poste, mais on laisse curieusement Myra partir. Ça m'a fâchée, mais en même temps, on n'a rien pour la garder. Les détectives pensaient au début qu'elle était une travailleuse du sexe, comme j'ai dit, et que Ian l'avait un peu impliquée malgré elle dans tout ça. Mais oh là là que non! Elle veut vivre 4 jours chez sa mère, 4 derniers jours en liberté avant qu'elle aussi se fasse arrêter. Thank God. Et là, c'est fou. Sa mère, Nellie,
est fru contre Maureen, la petite sœur de Myra, de l'avoir stoulée. Elle dit qu'elle trouve qu'elle a trahi sa famille en la dénonçant pis tout. What the fuck? C'est l'enfer! Genre, OK, elle sait pas encore que Myra, c'est une tueuse en série, mettons. Ouais. Mais quand même, il y a un gars tué par des coups de hache qui a été retrouvé en sang dans son lit. Ouais. Puis elle est fru que... Contre l'autre. Ouais. L'autre qui a rien L'autre fait. fille, ouais. Puis qui l'a dénoncé. Mais c'est une famille Tout croche. dysfonctionnelle, Oui, là, c'est ça va vraiment pas, là. une famille qui va pas du tout. Le jour suivant, vendredi 8 octobre 1965, Ian Brady est formellement accusé du meurtre d'Edward Evans et il est détenu en attendant son procès. Myra va supplier jour après jour de pouvoir le voir, mais on va lui refuser évidemment. Pendant ce temps, on poursuit l'enquête. On interroge David Smith pendant des jours, 10 heures par jour, parce qu'au départ, on le traite plus comme un suspect qu'un témoin. Ouais. Il a beaucoup critiqué justement comment on l'a traité durant cette période-là extrêmement traumatisante, extrêmement difficile pour lui. Il vient de voir un meurtre commis par un gars qui idolâtrait un peu, sous ses yeux, un meurtre violent. Là, il a dû aller le dénoncer, puis là, après ça, il se fait bardasser de questions comme s'il était impliqué là-dedans. C'était vraiment pas facile. Ouais, c'est spécial. Même que le public va jamais vraiment croire en son innocence. Il va avoir à déménager dans le futur et tout. C'est vraiment triste parce qu'il avait juste 17 ans, puis il n'y avait pas la meilleure des vies non plus avant, là, mais son futur va être beaucoup plus difficile à cause de ce traumatisme-là. David confirme que Ian s'est vanté à plusieurs occasions d'avoir déjà tué des gens auparavant. Il dit hey, « il est tellement wack, ce gars-là, là, il arrêtait pas de me parler de meurtre, là, il a peut-être tué d'autres mondes que juste Edward. Mm-hmm. » Il dit aussi qu'il parlait souvent des Landes, des Moors, et que c'était un endroit parfait selon lui pour cacher des corps. Là, les officiers continuent leur enquête, ils prennent ça en note, mais tu sais, ils prennent pas ça pour du cash non plus parce que David, ils savent même pas s'il est innocent encore non plus, ils le trouvent semi-legit. Mm-hmm. L'officier Fairley parcourt les cahiers de notes retrouvés chez Myra. Et là, il les feuillette, puis dans l'un d'eux, il trouve une page où il écrit des noms d'acteurs. Il écrit plein d'affaires, plein de noms de personnages de films. Et là, il y en a un qui sort du lot qui lui sonne une cloche. John Kilbride. Fairley se rappelle tout de suite de qui il s'agit. Le petit garçon d'Ashton-under-Lyne qui a disparu en novembre 1963. Pourquoi Ian a écrit son nom dans un cahier? Mm-hmm. C'est bizarre. C'est vraiment louche. On parcourt les avis de recherche et 3 autres dossiers de disparition irrésolus lui sautent aux yeux. Pauline Reed, Keith Bennett, Leslie Ann Downey. Mm-hmm. C'est pas tout de suite évident que tout est relié, mais les noms leur trottent dans la tête, ils commencent à faire des liens. On décide de fouiller le jardin de la maison pour voir si on n'y trouverait pas des ossements enterrés. On va tout déterrer, toute la cour de chez Myra, mais rien. Ils ont été un peu plus bright que ça, contrairement au West, là, il n'y avait rien en dessous de leur balcon. Là. Avec l'aide d'un autre enquêteur d'Ashton-under-Lyne, détective Joe Mounsey, vu que là, on veut peut-être impliquer l'affaire de John Kilbride là-dedans, les 2 officiers regardent les photos de Myra et Ian trouvées un peu partout dans la maison. La plupart sont étranges à leurs yeux, parce que les photos, c'est majoritairement des photos de terre au sol, la gravelle, du gazon. Une d'entre elles sort du lot, une photo de la voiture de Myra, stationnée devant des rochers dans les Landes. Ils sont capables de localiser un peu c'est où, avec le paysage. Mm-hmm. Et là, détective Mounsey se rappelle ce que David Smith a dit en interview. Ian parlait toujours des Landes. Et là, des photos juste de la terre au sol. Ouais, c'est ça. C'est louche. Les 2 réalisent que les photos sont peut-être des photos des lieux où ils auraient enterré les corps. Les 2 enquêteurs se regardent et se disent « Creusons ». Mais, tu sais, les Landes font plus de 600 km². Ça sert un peu à rien de commencer à creuser aléatoirement. Mm-hmm. Mais en même temps, il faut essayer quelque chose. Là. C'est ça, ils n'ont aucune piste. Ouais. Peut-être qu'en se promenant, ils vont trouver des traces de « OK, là, il y a un char qui est passé par là. OK, là, il y a, je sais pas, des traces de gazon écrasé. Ça doit être leur pas. » Puis blablabla. En tout cas, il fallait qu'ils essayent. Là. Exact.
Puis tu sais, John Kilbride, ça fait déjà presque 2 ans là, qu'ils ont juste aucune piste, que c'est un cold case. Ça fait longtemps. Là. Faut essayer quelque chose. Le 10 octobre, les recherches dans les Landes commencent. Joe Mountsie a passé des jours et des jours à arpenter les Landes, à comparer les photos au paysage pour essayer de trouver exactement où elles auraient été prises. Mais là, c'est tough, là. Tout est pareil, là. Une montagne au loin, un bout de gazon, un arbre, une roche. 600 km², bonne chance, là. Les policiers marquent certains endroits potentiels avec de la peinture jaune avant de commencer à creuser. Ils font juste délimiter des lieux potentiels, mais c'est très peu concluant pour l'instant. Pendant les recherches, on essaye plusieurs fois d'interroger Myra. On se dit c'est sûr qu'elle sait quelque chose, là, parce qu'ils réalisent, OK, c'est pas juste une travailleuse du sexe, c'est sa blonde. Mais elle refuse de parler encore et encore, elle ne dit rien. Mais on peut pas l'accuser de quoi que ce soit encore. Pendant ces 4 derniers jours de liberté, Myra, qui vit chez sa mère, va brûler des tonnes et des tonnes de preuves. Selon Ian, certaines de ces preuves-là auraient pu aider à trouver le corps de Keith. Des photos, des trucs comme ça. C'est vraiment dommage. Oui. C'est comme un peu une perte de temps, mais je pouvais pas savoir. Non. Myra se débarrasse du plus de preuves qu'elle peut, mais elle n'a pas accès à la maison de sa grand-mère. Fait que, elle se débarrasse des trucs qu'elle avait sur elle ou à son bureau ou ailleurs. Ouais. Mais la maison, c'est une scène de crime, est gardée par les policiers. Et ça la tracasse, parce qu'elle sait qu'à l'intérieur se trouve quelque chose de très incriminant. Quelque part dans la maison se trouve son petit livre de prière. La belle petite religieuse Myra, tu sais, la petite catholique et tout, là. Et dans son livre de prière, elle y a caché une chose très compromettante, très, très peu catholique. Et comme de fait, les enquêteurs finissent par trouver un petit livre de prière tout blanc dans la maison. Ils l'ouvrent et un ticket de bagage tombe. Un ticket de casier avec un numéro de bagage en provenance de la gare de train. Les détectives se rendent à la gare, trouvent le bagage en question et en l'ouvrant, ils découvrent l'équivalent d'un coffre au trésor pour leur enquête. Un bagage rangé parmi des milliers d'autres à la gare de train contenait tous les souvenirs d'Ian de ses meurtres. What the hell? Il cachait là-dedans toutes les photos, des souvenirs, des petits bijoux, des heirlooms, là, tous les trucs incriminants, il mettait dans cette valise-là. Puis la valise, elle restait juste à la gare, genre? Ouais. Dans certaines sources, ça disait les objets perdus, mais dans d'autres, dans un casier que tu peux barrer, mettons. Ouais. Comme une banque, mais genre... Avec... OK. Mais ouais. Bright et pas bright, là, genre... En même temps, si tu trouves pas le numéro du bon bagage, il y a des milliers de bagages, là, tu sais. Ouais. Mais bon, c'était con de le laisser à la vue comme ça. Parmi ces souvenirs, entre guillemets, on y trouve encore plus de photos des Landes, des photos de Leslie Ann Downey en train de se faire agresser et le tape audio. Avec le nom de John Kilbride trouvé dans le cahier et ensuite des photos de visiblement Leslie Ann, et là, la mort d'Edward, les policiers réalisent que Ian et Myra sont probablement des tueurs en série. Les policiers ont dû écouter l'enregistrement de Leslie. Un d'eux en parle, je le cite. « J'ai vu des détectives chevronnés et des journalistes légendaires spécialisés dans les affaires criminelles, des hommes endurcis qui avaient vécu la guerre et vu des choses terribles fondre en larmes. » T'es jamais préparé à ça? Non. 11 octobre 1965. Après avoir ramassé assez de preuves, Myra Hindley est mise en état d'arrestation pour complicité dans le meurtre d'Edward Evans. On inspecte les nouvelles photos des Landes, dont une dont la localisation est plus facile à identifier. Les photos les plus évidentes étaient cachées dans la valise, là. Après 5 jours de recherche, le 16 octobre, on déterre un manteau bleu, une robe, un collier de perles et un petit corps, celui d'une petite fille. Le corps de Leslie, qui a été retrouvé partiellement exposé dans les Landes. Probablement que la neige qui recouvrait le sol le matin du 27 décembre 64, quand elle a été enterrée, a pu compliquer son enterrement, d'où la raison de pourquoi il a été facile de le retrouver. Les restes de son bras gauche dépassent de la terre.
À l'époque, la presse a comparé cette image à un bras qui fait un salut. Le corps est couché sur le côté droit, les restes du squelette du bras gauche sont étendus au-dessus de sa tête et la main ainsi que ses organes internes sont manquants. On pense que ce serait à cause des animaux. On emmène Ann West, sa mère, au poste de police. On lui demande d'écouter un extrait de l'enregistrement d'1 minute pour voir si elle reconnaît sa voix. Évidemment, Anne reconnaît tout de suite sa fille, crier au secours et pleurer sa maman. Ah, mon Dieu, que ça doit être difficile. Elle a dû entendre ça, là. Arc. On lui montre ensuite une photo du corps retrouvé dans les Landes. C'est bien Leslie. Ann West n'est plus la même depuis qu'elle a entendu cet enregistrement. Ben, c'est sûr, là. Elle va repenser à ça toute sa vie. Là. Non, ça joue en boucle dans sa tête. Là. Pourquoi? En tout cas. En même temps, t'as pas le choix. Puis il fallait quelqu'un qui avait un lien de sang avec elle. Parce que son beau-père s'était proposé d'aller l'écouter, mais il voulait pas. Il voulait quelqu'un de la famille directe. Colin, c'est tough. On ramène Ian en interrogatoire. On lui dévoile les découvertes. On montre tout sur la table devant lui, un peu pour le choquer. Le corps de Leslie, avec sa petite cachette, des photos, l'enregistrement audio. On lui dévoile tout ce qu'ils ont trouvé. On fait jouer l'enregistrement audio devant lui et Ian n'est pas du tout choqué. Il réagit pas. Il écoute l'audio, vraiment de manière détachée, comme si c'était une toune, puis il fait dire « Ok, c'est vrai, c'est moi qu'on entend sur l'audio. » Ben voyons. Mais c'est David Smith qui a tué Leslie. Moi, je voulais juste prendre des photos pornographiques. Fait que là, il essaie de mettre ça sur la faute de David. Ouais. C'est pour ça que je disais, une des théories, c'était peut-être de le framer. Il lui a fait tenir la hache aussi. Il y a ses empreintes digitales sur la hache. Ouais. Là, il dit que c'est lui qui aurait trouvé Leslie pour assouvir les pulsions dégueu de Ian, mais qu'après ça, c'est David qui s'est débarrassé d'elle. Tu sais, il veut comme l'impliquer. Mais bref, David, il a vraiment été innocenté de tout. Moi, je pense pas qu'il y avait rapport là-dedans. Mais on le saura jamais, mais moi, je pense pas. On amène Myra en interrogatoire à son tour. On lui montre les photos, lui parle de la valise et on lui fait écouter l'audio. Myra dit rien. Elle réagit pas du tout. Elle fait juste dire à un moment donné, « J'ai honte. » T'es mieux d'avoir honte, cette grosse vache. Oui. Désolée. Je suis d'accord. On ramène aussi David Smith en interrogatoire parce que là, peut-être qu'il est dans le coup aussi. Après tout, on sait pas. Ouais. Mais dès qu'on démarre l'audio, David fond en larmes. On lui fait écouter le tape audio. Là. Il est incapable, incontrôlable. Il est incapable de l'écouter au complet. Une réaction complètement différente de celle de Myra et Ian, qui, étaient froids, glaciales, aucune émotion. Je dis pas que ça prouve l'innocence de David, mais on voit un clash, puis bref, c'est personne de sain d'esprit et d'innocent est capable d'écouter ça sans réagir. C'est ça. Le 21 octobre 1965, Ian Brady et Myra Hindley sont formellement accusés du meurtre de Leslie Ann Downey, en plus de celui d'Edward Evans. Ça fait 11 jours qu'on continue sans relâche à fouiller les Landes. Depuis la découverte du corps de Leslie, ça a juste confirmé leurs soupçons. Les Landes sont leur cimetière. Maintenant, combien de victimes allons-nous trouver et qui? Joe Mounsey, le détective de Ashton-under-Lyne, s'était donné comme mission de retrouver le petit John Kilbride depuis sa disparition 2 ans plus tôt. En regardant les nouvelles photos de plus près, il réussit à localiser une d'entre elles. Une photo de Myra dans les Landes qui tient son petit chien dans ses bras et qui regarde tendrement le sol sous ses pieds. Eh bien, c'était bel et bien l'endroit où John Kilbride a été tué et enterré. On a retrouvé son petit corps décomposé ainsi que ses vêtements. Son corps était méconnaissable, on a seulement pu l'identifier par les boutons en forme de ballon de soccer sur sa veste. En analysant la photo, on a aussi pu confirmer qu'elle a bien été prise après la disparition de John. On a pu déterminer ça par la date. On a pu déterminer la date par l'âge du chien de Myra sur la photo. Ils ont fait beaucoup de tests avec le chien pour savoir son âge. Ça l'aidait à déterminer à quel moment les photos avaient été prises. Okay. Et là, c'est triste parce que à cause des nombreux tests que le chien va subir, il va finir par en mourir, le petit chien de Myra. Ouais. Les vétérinaires vont comme le tuer. Je sais pas trop comment. What the fuck? Myra va être outrée
plus qu'elle l'est pour les 5 vies qu'elle a enlevées, là. Elle est genre, vous êtes des tueurs d'animaux, vous êtes dégueulasses. Mais genre... Tu viens de tuer 5 personnes. Ouais, et 5 de les enfants. agresser. Ouais. Mais bon, en prouvant que la photo a été prise après la disparition de John, on peut dire que c'est pas vraiment un hasard, là. Que tu regardes pile poil au même endroit qui était enterré, juste là. Ouais. On la confronte à ce sujet, on lui demande pourquoi tu regardes à terre, pourquoi on a trouvé un enfant enterré là, puis pourquoi tu regardes ça avec autant de bonheur, puis elle nie tout comme un gros bébé. Ian, de son côté, dit « Ok, c'est vrai, on savait que John était enterré là, mais on l'a pas tué. On trouvait juste ça drôle de prendre des photos au-dessus de sa tombe, mais c'est pas nous qui l'a tué, puis c'est pas nous qui l'a enterré là. » T'sais, les deux ont aucun remords. Ils veulent pas avouer. Sa tombe. On n'est pas dans un cimetière non, où est-ce que c'est écrit son nom, là, pour savoir il était où exactement dans tout. C'est comme... C'est des excuses qui marchent même pas. Non, ils se forcent même pas pour trouver une bonne excuse. Ils disent genre, non, c'est pas moi. Ok, ça, mais ça, c'est pas moi. Aucun désir à avouer quoi que ce soit de concret, aider la police, se repentir, ils se sentent aucunement mal. Ils s'en foutent. À ce stade-ci, les policiers sont convaincus que d'autres corps sont enterrés dans les Landes, mais l'hiver arrive et les conditions deviennent de plus en plus difficiles pour fouiller les Landes et les vallées. Chapitre 11. Le procès. Le procès débute 6 mois après l'abolition de la peine de mort en Angleterre, à la grande déception de plusieurs habitants. Je me prononcerai pas là-dessus, mettons, mais j'imagine que plusieurs espéraient qu'il y ait la peine de mort, mais elle venait juste d'être abolie. Ian est accusé des meurtres d'Edward Evans, Leslie Ann Downey et John Kilbride. Myra, elle, est accusée des meurtres d'Edward et Leslie, mais juste de complicité pour John. Pour l'instant, c'est les seules charges auxquelles ils font face. En attendant leur procès, Myra demande des nouveaux souliers à talons et de refaire sa teinture en prison. Elle a la priorité aux bonnes places. Oui. Son avocat a écrit à la cour en disant « Ses repousses foncées en contraste avec sa teinture blonde sont sujettes à des moqueries dans la presse, ce qui cause de l'irritation à notre cliente. » Tu me niaises! C'est quoi ça? C'est juste ça qu'elle mérite, est-ce qu'on rit de sa repousse de merde? Oh mon Dieu, mais c'est tellement pas pertinent. La grosse trace de break qu'elle a sa tête, là. Hey! On s'en calisse-tu qu'elle a une tête de mop, genre? Voyons! Oh là là, c'est bon. Puis malheureusement, on va lui accorder une petite mise en pli et teinture. Parce que... Je trouve ça juste drôle comment qu'il le formule. Genre, qu'il prenne full son sérieux. Tu sais, c'est un avocat, puis genre, ça va lui causer de la moquerie auprès de l'audience. Voyons, Oh my God. Et oui, le 19 avril 1966, Myra se présente en cour sans repousse, les cheveux bleachés. Les deux accusés subiront leur procès ensemble, à leur demande. Okay. Mais drôle d'idée. Le procès va durer 14 jours. Pendant ces 2 semaines-là, des membres des familles des victimes ont essayé de les attaquer. On a dû les protéger avec du plexiglas durant les audiences. Les témoins les engueulaient. Le public les traitait de monstres. La mère d'une des victimes va traiter Ian et Myra de tramp, genre de clochard. La traduction, ça disait clochard, je sais pas trop. C'était vraiment émotif et triste. Des journalistes de partout à travers le monde se sont déplacés pour assister au procès. Tous les hôtels du coin sont complets. C'est la débandade. Dieu. Tout le monde veut voir le couple de violeurs et de meurtriers d'enfants subir leur procès. David Smith est le key witness, le témoin principal de l'affaire. Il reçoit l'immunité en échange de son témoignage parce que, tu sais, peut-être qu'il aurait pu dire... Il aurait pu diminuer là, pour se protéger un peu. Oui, c'est ça, mais là, il est complètement immunisé en échange de son témoignage. Maureen Hindley va aussi témoigner et contredire tout ce que sa sœur tente de dire pour s'innocenter. Ian Brady va témoigner pendant 8 heures, Myra Hindley 6 heures. Des estis de mange-marde de wannabe poètes qui veulent pas se fermer à gueule. Pendant son témoignage, Ian est arrogant, calme, détaché. Il avoue avoir donné des coups de hache à Edward, mais il insiste que David l'a tué en l'étranglant après. Il dit
et profite de ça un peu, là, que le rapport du médecin légiste détermine la cause de la mort comme ayant été accélérée par la strangulation. Fait qu'il dit, c'est pas moi qui l'ai tué, il est mort par strangulation, moi j'ai juste donné des coups de hache et c'est David qui l'aurait étranglé. Mais c'est clairement pas vrai. Ouais. Fait qu'il joue sur les mots. On fait ensuite jouer l'enregistrement audio de l'attaque sur la petite Leslie, où on entend très bien les voix de Myra et Ian. Ian avoue avoir voulu prendre des photos pornographiques de Leslie, mais c'est tout. Myra dit qu'elle était dans le bain durant toute l'attaque. Ok, mais c'est qui parle de bord? Elle est tellement conne. Ouais, stupide. Excusez, là. Myra dit aussi qu'elle n'a jamais été manipulée par Ian, que tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait de son propre gré. Elle dit « j'ai rien fait de mal ». Mais là, elle se tire tellement dans le pied en disant ça, là, parce qu'après ça, quand elle va vouloir se reprendre, je suis comme « quelle conne ». Ouais. Elle va dire complètement l'inverse plus tard. Tout le long du procès, Ian et Myra se passent des petits mots, se regardent, ricanent et chuchotent des affaires. Eux, c'est le fun, là, ce qui se passe. C'est ça. Finalement, le 6 mai, après seulement 2 heures de délibération, ils sont tous les deux reconnus coupables. Ian pour les 3 meurtres, Myra pour Edward et Leslie et complicité pour John. Le juge s'appelait Justice Fenton Atkinson. Il condamne Ian Brady, qui a 28 ans à ce moment-là, à 3 sentences de prison à vie. Et Myra Henley, qui en a 24, à 2 sentences de prison à vie, plus 7 ans pour avoir été complice du meurtre de John Kilbride. Myra commence sa détention en isolement pour sa protection, mais dès qu'elle est placée dans l'aile générale, 10 détenus vont l'inviter à une partie de cartes. Myra accepte parce qu'elle est conne. Et une fois arrivée au lieu de rendez-vous, elle va se faire décalisser la gueule par 10 femmes en prison. Ben, elle a tué des enfants, hein. Fait que... Ouf. Ils l'ont battue, ils l'ont pas tuée. Non, je comprends. Ian aussi, là, va se faire battre à plusieurs reprises en prison. Il va faire des grèves de la faim et il va même en faire une qui va durer une 70aine de jours. Là. Oh mon Dieu. Je vais y revenir à tout ça. Mais là, il se passe quoi pour Keith Bennett et Pauline Reed? Voyons voir. Chapitre 12. Le vent tourne. Je savais pas comment le nommer. Le vent tourne. Je savais pas comment le nommer. C'est bon. Ian et Myra vont correspondre par lettre pendant plusieurs années en prison. Au départ, ils veulent se marier en prison et ils communiquent en langage codé. Ils s'écrivent plusieurs fois par semaine, se disent des affaires horribles, ils se moquent des familles des victimes, etc. Vraiment, là, des vraies merdes, aucun remords. Là. Ça prouve juste qu'ils doivent pas sortir. Là. Ben non. Myra lui écrit des tonnes de lettres d'amour, vice-versa, mais ça va pas durer éternellement. En prison, Myra pousse de plus en plus la narrative de la pauvre fille chrétienne pratiquante, la religieuse repentie qui a été manipulée par son partenaire. Ce qui est contraire à tout ce qu'elle écrit dans ses lettres. Elle rit de la gueule des parents des enfants décédés, qu'elle a tués, qu'elle a violés. Dans un documentaire, une psychiatre parle du cas de Myra et dit d'elle qu'elle est en déni profond. Elle ment tellement sur son implication dans les meurtres qu'elle commence à y croire. Elle est incapable de sortir de ses mensonges. Elle demande d'aller en appel de sa sentence, mais on lui refuse. Elle va correspondre régulièrement avec Ian jusqu'en 1971. Ensuite, ça va ralentir et en 1973, Myra écrit sa dernière lettre à Ian, lui demandant de ne plus jamais la contacter. Elle a réalisé que pour qu'on la croie innocente, pour qu'on accepte potentiellement ses demandes d'appel, elle doit couper les ponts avec Ian et forcer la narrative de « je fais pitié ». Ben, sûrement que son avocat lui a conseillé fortement aussi là, de faire ça. Là. Elle a compris ça un peu beaucoup tard. Là, ben oui, bon. Je pense pas qu'elle a compris, en fait. Là. Je pense que ça lui a été comme... C'est ça, ouais. Elle se rend compte de rien. Là, Là, ça va changer. Au début, elle se faisait battre par des détenus, mais là, elle va commencer à en fréquenter. Là, elle pogne en prison, Myra. Et une fois, mais elle se fait battre aussi encore. C'est tout ou rien. Et une fois, elle a tellement été battue qu'elle a dû être nourrie par une paille pendant 6 semaines. Oh my God. J'ai lu ça quelque part, puis j'étais juste genre... Karma! Ouais. Comme dirait Jojo Siwa. Karma's a bitch! I should have known better! Oui.
faut bien que je rigole parce que Oui. sinon je Merci, je me vais sens pleurer. mieux. OK. En 1973, Myra va tisser une relation amoureuse avec une gardienne de prison, Bon, tabarnak. Patricia Cairns. Et c'est sérieux, là. C'est l'amour fou entre elles. Ensemble, elles vont planifier une évasion pour sortir Myra de prison. Tabarouette. Patricia va essayer de la faire évader de prison. Elle va faire un double des clés de la cellule de Myra. Mais là, pas trop clair, mais les doubles vont être interceptés par un policier qui était off-duty. Puis là, il va comme réaliser, hein, t'as des doubles de clés, c'est les clés de Myra. Ah, vous avez une relation, tu sais. Je pense que tout ça va débouler, mais bref. OK. Ils vont pas réussir. Et Patricia va faire 6 ans de prison pour ça. Dans la même prison? Je sais pas. Ça, j'avoue. J'imagine. En tout cas, ils les J'espère séparent. pas. Genre. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils les ont séparés, là, Chris. C'est pas le même genre de crime non plus, là, Ouais. mais en même temps. Yo, ça aurait été rough, là. Ça aurait été vraiment dangereux, là. Mais oui! Pourquoi? J'espère qu'elle pourra plus jamais être gardienne de prison ever, là. Mais non. Ouais, s'il y a bien une chose qu'il faut pas que tu fasses, c'est... Whatever. Aider à évader quelqu'un, là. Une tueuse en série d'enfants aussi, là. Ouais. Anyway. En août 1978, après 13 ans de prison, Myra Hindley a rédigé une très longue lettre à l'appui d'une de ses demandes de libération conditionnelle. Elle défend son innocence et qu'elle a passé 13 ans en prison pour des meurtres qu'elle n'a pas commis. C'est interminable, je pense qu'il y a 22 000 mots, sa lettre. Elle raconte comment, depuis ses 18 ans, elle a été sous l'influence d'Ian Brady et qu'elle était complètement manipulée par lui. C'est pas ça que tu disais au procès. Elle dit qu'elle croyait être en amour avec lui, que Ian était son idole, son dieu. Elle dit, et là, oh là là, le culot. Dans d'autres circonstances, une telle loyauté, un tel dévouement comme le mien envers Ian aurait été honorable, mais là, c'était juste la mauvaise personne. Tabarouette. T'es juste trop stupide pour avoir un jugement critique, genre, fait que tu t'es mis loyal envers la pire personne de la planète, genre? Voyons, c'est pas un argument, ça, genre. Non. Elle ajoute « Je tiens à souligner une fois de plus que je ne nie en aucun cas le caractère criminel et honteux de mes actes envers Leslie. Je reconnais que ceux-ci sont totalement indéfendables et inexcusables. Cependant, si mon âme et ma conscience ont été souillées par mon implication dans cette affaire, elles sont en revanche totalement innocentes de l'horrible accusation de meurtre et de ses implications. » Et genre, OK, j'étais présente quand... dans l'enregistrement de Leslie, mais je l'ai pas tuée. Mm-hmm. Elle dit qu'elle a été retrouvée et enterrée à Saddleworth Moor est incontestable, que je l'ai attirée chez moi, qu'une orgie ou une torture quelconque ait eu lieu et qu'elle a été tuée soit par moi, soit à ma connaissance, sans parler de mon consentement ou de ma coopération, est sujet à controverse. Des faits que j'ai fermement niés lors de mon procès et que je continuerai à nier jusqu'à ma mort, car ils sont tous simplement faux. Je ne nie pas qu'elle ait été affectée émotionnellement en parlant de Leslie, mais j'insiste sur le fait que tant qu'elle était chez moi et en ma compagnie, elle n'a subi aucun préjudice physique. Elle n'a pas été tuée chez moi ni ailleurs à ma connaissance. On l'entend crier à l'aide, là. Et là là. C'est décourageant. On entend Myra lui dire de fermer sa gueule, genre. Ouais, c'est ça. Puis mais d'y mettre un baillon dans la bouche. loulou, là, genre, Ouais. elle comprend pas ce que... Et des loulous. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer, mais j'espère que c'est pas pris... Ne vous inquiétez pas trop, mais j'y arrive. Là, je vais la citer une dernière fois, là, mais sa lettre est interminable. Myra écrit « La société va-t-elle réellement être dédommagée par mon emprisonnement perpétuel? Ma vie, et je veux dire ma vie, va être sacrifiée. Pendant de longues années, j'ai passé chaque jour et chaque nuit dans une cellule ne mesurant pas plus de 3,6 mètres sur 2,4 mètres, avec 2 minuscules fenêtres et pour seules installations sanitaires, une cruche et un bol. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que d'utiliser des toilettes convenables entre 20h et 8h du matin le lendemain. Pauvre petite Myra! Mais voyons, elle a aucune idée de ce qu'elle a fait, genre, je comprends pas. Vous allez vraiment être dédommagée si je reste en prison? J'ai pas de toilette la nuit. Elle me fait vraiment plus peur que l'autre, on dirait. Ouais, hein?
Ouais. Au moins, Ian y assume, là. Ouais. L'audace qu'elle a de se plaindre en prison. Mais bon, comme on l'espérait tous, sans grande surprise, sa demande est encore une fois refusée. Elle veut essayer encore et encore et encore jusqu'à sa mort. En 1980, Maureen Hindley, la petite sœur de Myra, meurt d'une hémorragie cérébrale à seulement 33 ans. Les opinions sont mitigées quant à elle, mais une chose est certaine, elle était très jeune quand elle était sous l'influence de sa grande sœur, et elle a tout essayé, tout donné pour dénoncer sa sœur une fois qu'elle a su la gravité de ses gestes. Ouais. Elle a témoigné et aidé les policiers à ramasser le plus de preuves possibles contre sa sœur, jusqu'à briser sa relation avec sa famille durant le processus. Myra, c'était sa grande sœur protectrice qui l'aimait tellement, il était vraiment proche. Là. Puis là, de réaliser que c'est une tueuse en série, une prédatrice, genre, ça te fuck, là. Ben oui. Puis elle a mal viré un peu, Maureen, là, elle a vraiment été... elle a eu des enfants plus tard, elle les a négligés, tu sais, c'était vraiment triste, puis elle est morte vraiment jeune. Ouais. Pendant le procès, Maureen était enceinte de 8 mois, puis elle a été agressée dans l'ascenseur de l'immeuble où elle habitait avec David Smith. Oh my God. Leur domicile a été vandalisé, ils recevaient régulièrement des menaces de mort. C'est même s'ils ont comme aidé à les faire attraper, on les a reliés à eux, puis on pouvait pas s'empêcher de les relier. Puis elle a-tu été avec David Smith jusqu'à sa mort? Non, ils vont se séparer quand même rapidement après. C'était comme trop intense, la situation. Ouais. Elle a vraiment eu une vie triste. Jeune, elle a grandi dans le même environnement que Myra, puis on sait que son père était vraiment pas du monde. À 17 ans, on se rappelle, elle a perdu son bébé. Là. Elle avait un petit bébé de 6 mois, Angela, qui est morte subitement d'une maladie infantile. Puis elle aura 3 autres enfants avec David avant de se séparer de lui. Elle a vraiment tout perdu. Et après les procès, la société l'a démonisée. Elle ressemblait tellement à Myra, c'était sa copie conforme sans le bleach. Fait que tout le monde pensait à elle quand il la voyait. La haine de la population envers Myra s'est dirigée sur elle. Anne West, la mère de Leslie, a même attaqué Maureen une fois tellement elle était en détresse et frue contre la vie. Là. Elle s'est juste défoulée sur elle. C'est triste, là. Ouais, pauvre petite. Et elle est morte à 33 ans. David aussi, ça l'a quand même ruiné sa vie. En 1969, un homme l'harcelait dans la rue à cause de son lien avec les meurtres d'Ayland. Ça y arrivait tous les jours ou presque. Mais là, la situation a dégénéré et David l'a poignardé à mort. Il a eu 3 ans de prison pour ça. Ça a été jugé semi-meurtre involontaire légitime défense. C'est trash! Ouais, mais c'est fou, là. Il aurait jamais tué personne, là, David, probablement, s'il avait pas vécu ça, tu sais. La même année, Maureen et lui ont tous les deux perdu la garde de leurs enfants pendant que David était en prison, puis Maureen faisait autre chose que gérer ses enfants. C'est terrible. Peu de temps après sa libération, le père de David est en phase terminale d'un cancer et pour abréger ses souffrances, David l'a étouffé avec un oreiller. Il a été reconnu coupable de meurtre involontaire sur son père, même si c'était un peu de la miséricorde, et il a reçu une sentence de seulement 2 jours de prison pour ça. Au moins, le juge peut comprendre un peu la situation. Il a finalement réobtenu la garde de ses 3 enfants. Il a déménagé loin de l'Angleterre. Je pense qu'il est allé vivre en Écosse ou quelque chose. Et il est mort d'un cancer en 2012. Tabarouette. Mais genre, il a vraiment pas eu une belle vie non plus. Là, non, c'est ça. En 1982, Ian Brady va commenter sur les nombreuses demandes de libération conditionnelle de Myra. Il dit « Jamais je ne ferai une demande de libération. Les meurtres des Landes justifient une peine à perpétuité, autant pour Myra que moi. C'était les actions de des fous furieux. Je ne mérite pas la sympathie, je veux mourir. » Ça le mérite d'être clair. C'est grève de la faim et tout, là, c'est parce qu'il voulait mourir. Mais on ne le laissait pas se suicider. 3 ans plus tard, en 1985, Ian aurait déclaré à Fred Harrison, un journaliste qui travaille pour The Sunday People, qu'il aurait tué Pauline Reed et Keith Bennett. Leur nom avait été soulevé durant l'enquête contre Myra et lui, mais les policiers avaient atteint un mur puis leurs dossiers se sont éventuellement classés comme des cold cases. Mais avec cette rumeur-là, que ce soit vrai ou non, ça a suscité suffisamment l'intérêt pour rouvrir l'enquête.
C'est peut-être que le journaliste il a menti juste pour avoir Ouais. des views, mais là, dans ce temps-là, c'était pas des views, là, mais Mhm. du clout. Mais dans tous les cas, ça a été bénéfique. Le CID, Criminal Investigation Department, est maintenant à la tête de l'affaire. On veut réouvrir tout ça et se replonger dans les dossiers. On est en 86, là. C'est comme 20 ans plus tard. Le 3 juillet de la même année, on visite Ian pour lui demander une confession officielle. Mais là, il est soudainement aucunement coopératif. Il veut rien dire. Mais il l'aurait soi-disant avoué à un journaliste, mais là, quand les policiers viennent le voir, il veut rien dire. En novembre, la mère de Keith veut écrire une lettre à Myra, la suppliant de lui dire où se trouve son fils. De femme à femme, elle espère aller chercher son empathie, mais Myra, elle n'en a pas d'empathie. C'est ça l'affaire, là. Les policiers décident d'aller la visiter quelques jours après qu'elle ait reçu la lettre pour voir si ça ne l'aurait pas un peu secouée et donné envie de parler. Mais là, c'est lui en donner beaucoup, là, parce qu'elle refuse d'avouer quoi que ce soit encore. Parce qu'elle est innocente. Elle est comme, ben, vous voulez que j'avoue quoi? J'ai rien fait. Mais elle accepte de regarder les photos qu'elle avait prises dans les Landes dans les années 60 pour essayer de se remémorer des affaires. Mais elle était innocente ou pas? Elle se contredit vraiment beaucoup. Elle regarde les photos, mais elle n'est pas très utile. Elle dit « Ce serait mieux si je pouvais aller sur les lieux. Ça me rafraîchirait la mémoire. » Ah, Seigneur. Là, les enquêteurs sont pas très chauds à l'idée, mais sont désespérés. Donc, ils acceptent de laisser un permis de sortie pour que Myra retourne dans les Landes. 200 policiers sont sur place pour patrouiller les lieux. Non pas pour empêcher Myra de s'enfuir, mais surtout pour empêcher les civils de l'attaquer. Oh shit! Parce que, tu sais, elle est tout seule, Oui, là, elle est rendue genre dans cinquantaine, quarantaine, je veux dire, elle aurait pas pu aller bien loin dans les Landes, là. Mais c'était comme, il y avait des émeutes, là. C'était comme voir que vous lui laissez retourner dans les Landes. Elle devait, genre, être aux anges, là, de retourner là. Son petit paradis, là. Ouais. Mais il y a des hélicoptères qui tournent autour, là, c'est genre la pagaille. Puis Myra est vraiment perturbée. Tu sais, elle est jamais sortie de prison. Puis là, c'est comme un peu intense pour elle de voir autant d'action. Elle a de l'air apeurée par les hélicoptères. Elle est désorientée. Elle a aucun repère et finalement, elle donne aucun indice. Ben voyons. C'est finalement un gaspillage immense de temps et d'argent. Les médias décrivent cette tentative comme un fiasco monumental. Un an plus tard, un thérapeute ou conseiller juridique, peu importe, suggère à Myra de confesser. Si elle avoue, ce serait sa seule chance de possiblement réduire sa sentence, peut-être. Plein de peut-être et de si, mais personne n'a grand espoir, là. Et le 17 février 1987, Myra va enfin faire une déposition. Elle va parler pendant 17 heures. L'enregistrement complet, au total, va durer 17 heures. Ah, il était temps, hein? Oui. Dans lequel elle avoue officiellement les 5 meurtres. Donc là, pour la première fois, c'est officiel. Pauline et Keith, on peut les lier à eux. Mais elle va dire seulement ce qu'elle a envie de dire. Elle va encore minimiser beaucoup son implication en se décrivant plutôt comme une complice passive qu'une participante volontaire. Le détective qui a pris sa déposition va dire « I feel I had witnessed a great performance rather than a genuine confession. » Mais c'était mieux que rien. Il dit « Elle avait l'air d'un peu faire la comédie, mais... Bon. » La police va annoncer à Ian que sa fidèle Myra, sa disciple soumise, entre gros guillemets, a avoué les meurtres. Ian, lui, il avait jamais avoué ces deux-là. Là. C'est ça, oui. Puis aussi, Ian, encore à ce jour, il disait qu'il avait juste pris des photos de Leslie, il l'avait pas tué. Ouais. Même chose pour Edward, il disait que c'était David encore à ce jour. Puis là, Myra, elle a confirmé, non, c'était nous les 5. Ian, il les croit même pas. Il leur demande une preuve. Il est genre impossible qu'elle aille parler, prouvez-le-moi. Puis là, les policiers donnent des détails sur l'enlèvement de Pauline Reed que personne n'aurait su sauf Myra. Là, Ian, il soupire. Il réfléchit, puis il dit « OK, moi aussi, je suis prêt à avouer, de bord, mais à condition de me laisser mourir. Mais c'est pas possible. » Le mois suivant, mai 1987,
Myra est renvoyée dans les Landes une deuxième fois pour aider les policiers à trouver le corps des 2 dernières victimes. Elle leur donne quelques indices qui concentrent les recherches à des endroits plus précis, mais sans plus. Myra fait bien attention d'avoir de l'air de vouloir coopérer puis de se sentir mal, mais finalement, elle sert à fuck all. Après plus de 100 jours de recherche, depuis la réouverture de l'enquête, qui était arrivée il y a 20 ans auparavant, 20 ans après le crime, on trouve finalement un petit soulier blanc à talons et éventuellement les restes de Pauline Reed, à 90 mètres de où ils avaient trouvé Leslie Ann 20 ans plus tôt. Elle était juste là. Hey, Seigneur. Elle était juste là. Ouais. Et tu sais, quand tu sais pas où chercher, Non. le corps de Pauline était presque parfaitement conservé dans la tourbe, étonnamment après 20 ans. Comme Leslie, elle était allongée sur le côté, mais sur le côté gauche, face à la route située à environ 150 mètres. Son bras gauche était croisé sur sa poitrine et son bras droit était allongé le long de son corps. Ses genoux étaient repliés vers son abdomen. La blessure à la gorge était évidente et le désordre dans ses vêtements ne laissait aucun doute au détective quant au fait qu'elle avait été agressée sexuellement. Peu de temps après, comme je l'avais dit, la mère de Pauline a été admise à l'hôpital psychiatrique Springfield Mental Hospital de Manchester. Elle était présente sous forte sédation aux funérailles de sa fille le 7 août 1987. Elle a passé plus de 20 ans sans savoir ce qui était arrivé à sa fille. Puis récemment, je pense qu'elle savait même pas qu'il était relié aux Moores Murders encore. Elle devait le craindre, mais c'était pas officiel encore. Ensuite, Ian Brady accepte à son tour de faire une déposition. Et là, il va dire toutes les informations que j'ai pu raconter dans cet épisode-là. Il va avouer les meurtres en détail et de manière beaucoup plus plausible que Myra. 2 jours plus tard, la police l'amène lui aussi visiter les Landes à son tour dans l'espoir qu'il donne des informations permettant de retrouver le corps de Keith Bennett, le dernier. Mais ça ne menait à rien. Brady semblait confus et désabusé ce jour-là. Les recherches ont finalement été interrompues en août, la police estimant avoir épuisé toutes les pistes possibles. Fait qu'on a refermé le dossier de Kate encore une fois. Ni Ian ni Myra vont jamais donner de détails suffisants pour qu'on retrouve Keith Bennett. Malgré leur confession pour les meurtres de Pauline et Keith, on décide de ne pas faire de nouveaux procès, étant donné qu'ils ont tous les deux des peines à perpétuité. Chapitre 12. Conclusion. C'est peut-être chapitre 13. Je me trompe dans Non, mes je pense que chiffres. c'est 12. OK. Ben... Vous nous je direz. sais pas, vous Nos nous direz. auditeurs sont genre... J'ai surtout accroché sur « Le vent tourne ». Ouais, c'est ça. Mais oui, là, j'arrive à la conclusion de cette histoire infernale. Myra a été l'icône d'une longue lutte avec la justice pour sa libération. Toute sa vie, elle veut prétendre être innocente ou une victime dans toute cette histoire. Malgré que le public la détestait et qu'elle recevait des menaces de mort tous les jours, plusieurs personnes, activistes et membres du gouvernement se sont battus pour sa remise en liberté. Elle était bonne pour jouer la comédie et ils ont tout gobé de son petit numéro de la pauvre femme religieuse manipulée qui s'est repentie en prison. Si elle avait vécu plus longtemps, elle aurait probablement eu des chances de sortir de prison parce que plusieurs mesures étaient mises en place pour alléger sa sentence, mais elle est décédée le 15 novembre 2002 d'une pneumonie bronchique à seulement 60 ans. Bye, bitch! Mais j'ai coupé bien des affaires sur cette situation-là, là, mais hey, un gouverneur l'aimait, voulait la libérer, un pasteur, genre, c'était whack, là. Je suis comme, voyons, elle a tué 5 enfants. Tu peux, genre, je sais pas, la bénir, lui dire, oui, tu peux te repentir en prison et devenir une nouvelle femme, mais la faire sortir de prison? Really? Anyway. Du côté de Ian, après 19 années en prison, il est diagnostiqué comme étant un psychopathe et il est transféré au Ashworth High Security Psychiatric Hospital. Et si je me trompe pas, c'est là qu'il a fait la rencontre de Graham Young, le sujet de mon dernier épisode Patreon. Wow! Comme j'ai dit plus tôt, Ian fait de nombreuses grèves de la faim. On doit le nourrir par un tuyau, on lui met genre un bout de caoutchouc dans la bouche pour garder sa bouche ouverte. Mais il n'arrête pas de débrancher son tuyau. Il veut mourir. Et dans un institut psychiatrique, là, les mesures anti-suicide sont vraiment intenses, fait qu'il n'est pas capable. Ouais, je comprends.
En 2014, à 76 ans, il va faire une demande pour se faire retransférer en prison au lieu d'un institut pour pouvoir mourir, justement. Mm-hmm. Il demande la miséricorde, là. Ouais. On lui refuse cette dite demande. Non, tu as une sentence de prison à vie, tu veux la vivre toute ta vie. Tu n'auras pas une sortie facile. C'est ça, lui, enlever la vie à des gens qui n'avaient jamais demandé ça. Exact. Fait que là, on va te laisser la vie parce que tu demandes l'inverse, genre. Exact. Ouais. Il est finalement décédé d'une maladie pulmonaire restrictive à l'hôpital Ashworth le 15 mai 2017, à 79 ans. Colin, quand même, hein? Mm-hmm. Ça fait pas si longtemps. Non. Il avait 79 ans. Ça veut dire qu'il était tellement jeune quand il a fait tout ça. Ouais. Parce que c'était dans les années il en 60. a vécu là, du temps là, en prison, puis en hôpital. Puis j'ai un malin plaisir à savoir qu'il voulait mourir puis qu'on l'a forcé à vivre une longue vie. Là. Ouais. Genre, c'est ça le but d'une prison à vie, c'est de la purger toute ta vie, tu sais. Ouais. Ouais, puis ça montre en plus... Tu sais, s'il était un psychopathe, ben... C'est ça, là. Il aurait recommencé, il y avait pas de remords, là. Des psychopathes, ça peut pas avoir de remords, ce sentiment-là, fait que... Il reconnaissait, genre, la monstruosité de ses actes, mais il se sentait pas mal. Non, c'est ça. Les deux ont eu une incarcération extrêmement différente. Ian a demandé à ne jamais se faire libérer, tandis que Mara a passé sa vie à supplier qu'on la libère. En 2003, on lance une opération modernisée pour essayer encore une fois de retrouver la dépouille de Keith. On utilise des satellites et des nouvelles technologies. On fait une autre tentative encore plus moderne en 2019, mais toujours rien. Le mercredi 1er juillet 2009, la police du Grand Manchester a officiellement abandonné toute recherche pour retrouver Keith Bennett, déclarant que seule une avancée scientifique majeure ou de nouvelles preuves permettrait de relancer les recherches pour retrouver son corps. C'est tellement triste pour la famille puis tout. Depuis, rien. Il n'y a pas vraiment d'avancée. Avant sa mort en 2012 d'un cancer, la maman de Keith a supervisé la création d'un site web dédié à son fils et les recherches pour le retrouver. Voici ce que dit la page d'accueil. Je suis Madame Winifred Johnson, la mère de Keith Bennett. Cela fait 45 ans que j'ai perdu mon fils. Je tiens à ce que les gens sachent que ce site est le seul site officiel dédié à Keith sur lequel j'ai mon mot à dire. Depuis le jour où il est parti, mon plus grand souhait dans cette vie est de le ramener à la maison. J'accepte désormais qu'il ne soit plus en vie, mais je continue de croire qu'en tant que mère, j'ai le droit de lui offrir des funérailles chrétiennes. Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien que j'ai déjà reçu et je vous remercie d'avance pour votre soutien futur. Les Landes sont désormais un lieu lugubre. Encore aujourd'hui, le petit corps de Keith Bennett, 12 ans, y est enterré quelque part et il attend seulement d'être retrouvé. Et voilà, j'ai plus rien à dire. Fuck Ian et Myra, une pourriture de merde. J'adore tes réactions. Je suis découragée, je suis plus capable. Ben, c'était une énorme histoire, là. Genre, bravo d'avoir été capable de la mettre du point A au point B, genre au point Z. Autant facilement que tu l'as fait, parce que merci, parce c'était beaucoup d'informations. C'était chargé. Ouais, mais ça se suivait super bien du début à la fin, fait que bravo. Mais c'est terrible, c'était... Pour vrai, c'est vrai. C'était la pire histoire que t'as faite. Genre, tellement il y avait de détails, tellement c'était long, tellement c'était comme... Merci pour ça, quand même. Ben... J'espère que vous appréciez votre retour de vacances, la Ouais, gang. Hein? Wouhou! Ça repart! C'est rough. Non, mais regarde, c'était une histoire full intéressante. Je la connaissais pas. J'ai je me demandais. souvent entendu les Moors Murder, puis j'ai jamais recherché plus de détails. Bon, ben... Désolée, maintenant parfait. tu vas devoir vivre avec ça Ouais, dans ton esprit. Mais my God! Mais merci d'être resté jusqu'à la fin de ces deux parties. Oui. J'espère que ça vous a plu. Là, je m'engage à faire un cas dans un autre registre. Là. Je ne veux pas dire plus léger parce que c'est des crimes, là, mais dans un autre angle parce que... Oula! Oui, je comprends. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes contents. C'était une très bonne histoire. Moi, j'ai aimé ça. Moi aussi, j'espère. Là, la semaine prochaine, c'est ton épisode Patreon? Oui! On l'avait annoncé, hein, mon sujet, je pense. Oui. Un crime de clown. Oui. Fait que là, les réguliers, vous le savez. Un crime de clown.
J'ai bien hâte de vous raconter ça. Hâte, c'est un grand mot, là, mais... Soyez là la semaine prochaine. Si jamais vous avez envie de rejoindre Patreon, que vous n'êtes pas encore membre, eh bien, venez dans notre grande famille. Ça nous aide énormément. C'est ce qui permet en ce moment de payer mon loyer. Genre, je vais vous le dire, là, comme... Les temps sont durs. En cinéma aussi, les temps sont durs. Fait que merci tellement. Parce que ça me permet tellement, là, genre, tu sais, là, on a du bon matériel. On se permet d'écrire des textes comme tu viens de faire de 56 pages. On pourrait pas faire ça là, si on n'avait pas votre aide. Fait que vraiment, merci encore et encore. On va toujours vous le dire. On est tellement reconnaissante. Puis si jamais vous avez envie de venir parmi nous, ben n'hésitez pas. Puis dites-nous si vous avez envie d'avoir du contenu pour les gens Patreon là, qui sont avec nous. Dites-nous qu'est-ce que vous avez envie. Ça fait longtemps qu'on vous a pas fait de quoi de full spécial juste pour vous. Exact. Fait que, on est à l'écoute. Ouais. On a plein de belles choses qui s'en viennent, mais on serait down de refaire des trucs comme on a fait, tu sais, des lives, n'importe quoi. Fait que, dites-nous. Voilà. Et ce qui nous aide énormément puis qui est gratuit aussi, c'est les reviews 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez en ce moment même. Tu sais, l'épisode joue live, là, vous pouvez aller voir en ce moment même si c'est pas fait. Un petit 5 étoiles, c'est gratuit, puis ça nous aide énormément parce que là, on est dans les algorithmes, on est reconnu comme un podcast legit écouté. Fait que ça change beaucoup aussi. Fait que si vous pouvez pas vous permettre Patreon, ben si vous le faites juste un petit 5 étoiles, un petit commentaire, là, ça nous aide full aussi. Ouais. Puis là, comme pendant ces 2 parties-là, on vous a annoncé qu'on allait au festival de podcast, ben écoute, je vous laisse en vous disant que j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte qu'on se représente une fois de plus à vous, puis vous autres à nous. Fait que c'est cool de voir vos visages aussi, là. Oui, Festipod, 4 octobre. Yes. Ça va être une journée de True Crime. Fait que probablement qu'il va y avoir d'autres podcasters aussi là, durant la journée. Là, au moment où on vous parle, la programmation n'est pas sortie. Fait que je peux pas vous dire qui va être là. C'est ça. Mais on va vous en reparler, ça, c'est sûr. Oui. Fait que merci encore beaucoup. On vous aime fort. Oui. Puis à dans 2 semaines ou la semaine prochaine sur Patreon. Oui. Bye!